Salut les Sportix, les Formule X, les Tenix et les Cyclix. On démarre le Xas Club numéro 1 en trombe avec la Formule 1. J'ai l'honneur d'avoir Abdel Yazali, consultant F1 qui est avec moi, qui était sur les paddocks pendant de très longues années. Et on a du lourd pour commencer. On va appeler un de nos champions, le papa d'un de nos champions de sport mécanique. C'est le papa de Michael Ben Yahya, monsieur Karim Ben Yahya. Donc on va l'avoir au téléphone, on va lui demander un peu l'actualité à son fils. Ensuite on parlera avec Abdel de tout ce qui est F1. On va faire une petite rétrospective sur la saison et on va beaucoup parler du Grand Prix d'Azerbaïdjan qui s'est terminé hier. Allô? Oui, je t'entends, oui, je m'entends. Bonjour. Hello, Mr. Karim, how are you? Good, thank you. لاباس كل شيء بخير في ميامي؟ الله يبارك فيك، الحمد لله كل شيء مزيان عندنا. ايوا عندنا الشمس. شكرا تحنيني نتصل بك باش نهضروا على البطل اللي هو ولدك ميكائيل بن يحيى. هادي اول برنامج اللي بدات ديال الكزافس كلوب، وعندي معايا عبد اليزالي كي ان كونسلتون اف 1 صحفي معروف معلم ديال لا فورمولا 1 وي وبغينا نهضر معاك باش تشرح لينا ان بتي بو الجديد ديال ميكائيل، باش نقولوا بوغ لي اوديتور المستمعين شنو دار في لا كارير ديالو ميكائيل. ودابا فين دابا بغيت نعرف ميكائيل شنو دار. دابا عنده 21 عام تقريبا، زايد في 2000. عطيني شويه ديال شنو دار ميكائيل جوسكا بريزون دون لي سبور ميكانيك. صافي. Oui, un résumé. Oui, Oui, un exactement. résumé, je te donne. Exactement. Ok, pour l'apprentissage des voitures, كل شيء كيبدا في الكارتين. الكارتين كتعطيك une base نتاع les voitures pour conduire. Ok. من après هذا كتمشي la monoplace. La monoplace كتبدا من la Formule 4. Il y a c'est l'entraîne à la monoplace. Après la Formule 4, quand la Formule Renault. Oui. Ou après ça, quand la F3, quand GP2, d'abord on l'a mis à la Formule 2. Ah oui. Ou les étapes liquées. Quand la F4, quand il la Formule Renault, quand il la F2, quand il la F1. D'abord on a le système, le même truc. On a la F4, la Formule Renault, on l'a en conjonction avec la Formule 3, ça veut dire la Formule 3. Ou quand la F2, ou quand la Formule 1. D'abord au les étapes pour arriver. ودابا العام الجاي غادي il va courir avec la Formule 2, c'est l'antichambre de la F1, c'est ça? Ok, la F2 c'est l'antichambre تاع la F1. La F2 c'est comme une salle d'attente. هذاك الشيء اللي كتكون دابا باش تمشي لا F1 بزاف الناس ما كيعرفوش كيفاش هذا. Premièrement كاين واحد السيستم تاع les points. Tu dois avoir des points. Tu dois avoir au minimum 40 points pour avoir la super licence. Donc هذه premièrement. Deuxièmement, خاصك تكون déjà intégré avec une écurie تاع Formule 1. Par exemple, Michael دابا il est chez McLaren. كيسميهم développement programme. كتلقى chaque écurie, chaque constructeur عنده développement programme ديالو. كتلقى عنده 2 ou 3 ديال لي بيلوت. فيراري عندهم développement ديالهم، مرسيدس عندهم développement ديالهم، رونو عندهم développement ديالهم، ماكلارن عندهم تاعهم ديالهم. Alors ملي كتكون في البروغرام ديال الديفلوبمون ديالهم ça veut dire كيوجدوك. Il te prépare pour il vous prépare pour le niveau باش تمشي la F1 ولا n'importe quelle série اللي عندهم. À la fin du jour اللي كيبقى هو واش عندك لو بيدجي باش دير لا فورمule. هذا هو le plus important. Très bien. Merci Karim, comment vas-tu déjà? Alhamdoulilah. لاباس الله يبارك فيك. ربي يخليك ربي يخليك. Le voyage depuis Londres à Miami, ça change des choses hein. Ouais, Londres il y a la pluie chaque jour. Et le soleil كتشوف غير واحد 5 ديال الدقائق وكتمشي تولي كلشي gris. Bah tout à fait. Au fait, déjà je te remercie au nom de tous les Formule X du Xav Club d'avoir accepté l'invitation Tiana et on espère que ça va pas être la dernière. On est même prêt, comme tu as dit, à te recevoir directement sur place. Quand tu veux, dès que tu es là, Inch'Allah. Et ça va pas trop tarder. Je vais pas donner plus de nouvelles que ça. Et parlant de Michael justement, au-delà du don, hein, donc ça se discute même pas, le don de Michael ne se discute même pas, le début de la carrière d'Yellow ne se discute même pas parce qu'à chaque fois où il a joué un championnat, que ce soit le championnat de karting, que ce soit le Renault, la Renault Cap ou que ce soit la GT Series, il a toujours gagné.
il y a un détail hyper important que tu as juste omis. Ren City Maglitier, mais il est hyper important pour tout Formule X. C'est qu'il est le seul à avoir été engagé comme étant un pilote de test chez l'écurie Venturi en Formule E. Oui, la Formule 1, on n'a pas parlé. Oui, c'est exact. On était en Formule 1, on avait même un contrat pour être officiel en Formule 1. Exact. C'était en 2018. Ça, c'est hyper important parce que maintenant, en fait, la chronologie d'un pilote F1, elle commence depuis le karting et passe partout jusqu'à la discipline reine qu'est la F1. Et puis par la suite, pour les pilotes qui arrivent en fin de carrière, bon nombre sont switchés, ou plutôt ils switchent vers la Formule E. Oui. J'en parle. Parce que c'est l'avenir, Kangolo. Oui, exactement. Formule 1, exactement. La firme à l'étoile, pour ne pas nommer Mercedes, elle a sa propre écurie en E. Tout le monde est en train de développer les écuries en E. L'exemple le plus concret, c'est Bourdais. Hein. Ouais, Sébastien Bourdais. C'est Sébastien Bourdais à titre d'exemple. Donc, je réitère encore une fois. Donc, pour moi, Michael Ben Yahya, il a, au-delà de son don, hein, le don ne se discute pas, il est en plein essor, il est en train de suivre sa carrière et on peut calquer la carrière qu'il est en train de suivre maintenant, le début de sa carrière, à celle, excusez-moi la comparaison, je ne compare pas, à celle de Lewis Hamilton. Ouais, parce que déjà il y a McLaren. C'est exactement les mêmes étapes. Tu confirmes? Ouais, les meilleurs pilotes sont passés par là-bas. Oui. Ok, si tu vois, Ayrton Senna, il était là-bas. Oui. Lewis Hamilton, il était là-bas. Et pour vous donner un exemple, Lando Norris qui a gagné le championnat en 2016, le championnat Formule Renault 2.0 qui a gagné en 2016, Michael l'a gagné en 2017. Et oui. Alors, ça vous donne exactement qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que ces gens-là, ces constructeurs, avant de prendre n'importe quel pilote pour leur développement programme, premièrement, ils font une invitation. Ils cherchent les 20 meilleurs dans le monde. Tout à fait. Après, ils font un shoot-out et après, ils sélectent les pilotes, 2 ou 3. C'est ce qu'ils font. Exactement. Et puis, un détail hyper important, Xavier, hyper important à tous les Formule X, c'est que Michael Ben Yahya a côtoyé 2 résidents F1 actuels. Oui. En l'occurrence, Tsunoda. Yuki Tsunoda et Lando Norris. Hein, Karim? Oui, on était. Ok, je vous donne un exemple. L'année 2020, je pense. 2019, ok. Je vous explique comment ça fonctionne. La F2, elle a le droit, chaque écurie, elle a le droit à 2 pilotes. C'est tout ce que tu dois avoir dans ton équipe. 2 pilotes. Okay? Et la F3, tu as le maximum 3 pilotes par écurie. Alors, nous, on a fait tous les entraînements pour la F3. On était prêts pour passer à la F2. Et Tsunoda, il était avec nous. Il était chez Caroline. Michael, il a fait tous les tests chez Caroline. Il était avec Tsunoda. Alors, Tsunoda, le Japon, il l'a aidé. Il est aujourd'hui en Formule 1. Oui. C'est une question de finance, c'est Karim aussi à un moment pour faire la différence. Exactement. C'est une question de finance parce que tu dois passer par la F2. C'est ça ce que tu dois passer. Parce que normalement, les gens qui ne savent pas, à ce niveau-là, le règlement, ça ne vous permet pas de partir chaque jour faire des entraînements, etc. Non. Alors, tu vas faire plus de kilométrage en F2. Alors, quand tu arrives à l'F1, tu es déjà prêt. Tu connais les pneus, tu connais tous les circuits, ce n'est pas un problème. Mais je te dis, pour la majorité des pilotes, le plus important, c'est connaître les pneus. Parce que les pneus, il y a la dégradation, il y a les pneus, comme vous le savez, il y a 3 ou 4 différents modèles. Il y a le soft, ultra soft, le hard, etc. Alors, c'est pour ça que les gens les maîtrisent en Formule 2 et comme ça, quand ils arrivent en Formule 1, ils sont prêts. Oui. Oui, je confirme. Et puis, un détail hyper important, parlons un peu du volet financier rapidement. Oui. Le volet financier il est hyper important. Pour accéder, je vais le dire et je pèse mes mots encore une fois et mes propos m'engagent. Pour être admis en F2, c'est un minimum de 2 millions d'euros. Moi, je le sais. Karim? Oui, c'est vrai. Moi, je le sais. Mais c'est ça. Mais regarde, aujourd'hui, on la Formule 2. Tu as 29 pays qui sont en train de se débattre pour avoir des pilotes qui sont représentés en Formule 2. Oui, parce que peut-être que les sponsors au Maroc et le Maroc aussi, les grosses sociétés, ils ne comprennent pas que c'est un rayonnement ultime pour un Marocain d'accéder en F2 ou en F1, surtout en F1. Donc peut-être que tu as besoin d'un gros sponsor, non, c'est Karim, marocain. Oui, le truc, je t'explique, le truc, qu'est-ce qu'il y a maintenant, regarde.
la F1, c'est la vitrine mondiale de la technologie automobile. Voilà. Chez nous, le secteur d'automobile, c'est un secteur qui est très important. Bien sûr. Alors, à ce niveau-là, vous êtes devant les constructeurs toute l'année. Pas seulement les constructeurs, les sous-traiteurs. Ouais. Parce que les constructeurs de voitures, il y a des sous-traiteurs aussi. Oui, oui. Alors, voilà, pas seulement celui-là. Tu as l'énergie renouvelable, parce que toutes les voitures maintenant sont hybrides. Oui. Les nouveaux moteurs qui sont en F1 sont des moteurs hybrides. Alors, la Formule E est là seulement, par exemple, tous les voitures sont électriques. Moi, je vous donne seulement un exemple à ce truc-là. On est chez McLaren. McLaren, c'est eux qui est le fournisseur officiel de tous les batteries pour la Formule E. Oui. Oui. Alors, ils ont la technologie de stockage de batteries. Deuxièmement, ils ont la technologie de la charge la plus rapide pour les batteries électriques. C'est important. Alors ça, c'est un autre, comme je vous l'explique, c'est un autre domaine, alors que chez nous, je ne pense pas que les gens connaissent. Oui, on est encore en retard. Oui, on est encore en retard, effectivement, et on compte énormément sur Michael, que ce soit Michael fils, Michael Junior, plutôt Ben Yahya Junior, Michael ou Karim, pour faire honneur au drapeau marocain. On se donnera les moyens, Karim, pour y arriver. On sait pertinemment ce qu'il faut qu'on fasse, et on sait pertinemment qu'on peut éventuellement compter sur Michael pour tout ce qui est performance. Ouais. On compte énormément sur toi également pour la gestion du carrière de Michael, chose que tu fais excellemment depuis très très longtemps. Et le nécessaire sera fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karim. Merci à vous. Vous êtes chez vous. Oui, vous êtes chez vous. Et bonne chance à Michael. Hein. Et bon courage. Allez, bonjour. Merci pareillement. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'était super intéressant d'avoir quelqu'un comme ça pour commencer. On aura des grands noms aussi, que des gens du paddock, des étrangers, des journalistes et des spécialistes de la F1, des professionnels aussi. Et exactement, pour un lancement, on a jugé... Au fait, il y a eu foule. Hein. Les gens, ils étaient limite, pour utiliser un terme propre aux voitures, ils étaient en stationnement pour passer dans le Xav Club. Ouais, on va passer. Je vais citer personne, je vous réserverai la surprise, plutôt on va vous réserver la surprise pour les prochaines émissions, Inch'Allah. Et dorénavant, sur chaque émission, on aura un intervenant, tantôt que ce soit un intervenant technique. On aura, si tout se passe bien, on aura un pilote en activité actuellement, c'est un Français, on l'aura et puis... J'espère. Je voudrais que tu nous parles surtout, tu es là pour ça. Parle-nous un peu de ce Grand Prix de Bakou hier, qui était vraiment incroyable. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Moi-même, je regardais et j'ai pas compris à un moment pourquoi on s'est arrêté au 49e tour. Après, ça a repris. Et donc, parlons un peu des grandes lignes. Très bien. Comment dire, Bakou, c'est fou. Hein. Ouais. Bakou, c'est fou depuis l'instauration du Grand Prix de Bakou. Ou plutôt le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui se court à Bakou, sur le circuit de Bakou, bien entendu. Il nous a toujours réservé son lot de surprises. Juste à titre d'exemple, jamais un podium n'a été prévisible à Bakou. Ouais. Et le pourcentage du déploiement de la safety car, à titre d'exemple sur Bakou, sur les 6 dernières courses, c'est 75%. Vous avez tout le temps un déploiement de safety car. Tout le temps. Pour résumer, ça va être un résumé très très concentré parce qu'il y a énormément de choses à dire. On va commencer chronologiquement. Hein. Extinction des feux, le démarrage en trombe. Ouais. Dans un premier temps, absolument rien n'a changé durant le premier tour. C'était un départ très propre. Ouais. Tout le monde faisait attention. Il y a eu un premier virage à 90 degrés qui précédait une longue ligne droite. C'est la ligne la plus longue de tout le circuit, hein, de tous les circuits de cette saison. D'accord. Il y a eu le virage à 90 degrés. Ça s'est très très bien passé. Et à partir du tour numéro 3, là ont commencé les choses sérieuses. Les choses plutôt sérieuses. Oui, les accidents, ça va venir. Exactement. Au tour numéro 3, vous avez eu, ou plutôt nous avons eu un dépassement, mais il est limite ontologique. Un dépassement Verstappen-Leclerc, dépassement Hamilton-Leclerc. Ouais. Ça, c'était au tour numéro 3. Et puis par la suite, les choses se sont stabilisées. Jusqu'à l'ouverture de la pit lane. La pit lane, c'est quoi la pit lane? C'est le passage pour le ravitaillement. Pour les stands. Anciennement appelé ravitaillement, maintenant on change uniquement les pneumatiques. Exactement, c'est normal. Dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, Verstappen était premier, Hamilton était deuxième, et Hamilton était en sandwich entre les deux Red Bull. Ouais. Donc forcément,
ça allait se jouer normalement au pit lane, dans les pit stops. Exactement, il était un peu plus lent Hamilton, ça. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Au fait, Christian Horner, le directeur sportif Red Bull, ils ont hyper bien calculé leur coup. Ils ont fait ce qu'on appelle un undercut. Un undercut, c'est quoi? Lorsque tu t'arrêtes avant ton concurrent direct. Plutôt. De façon à ce que tu puisses faire des tours rapides et clairs, ce qu'on appelle un clean turn. Oui. Voilà, tu fais des tours très rapides. Ça a marché. Dans un premier temps, ça a marché. Pour qui? Pour Verstappen. Verstappen, il a ravitaillé et en plus, il est sorti avant. Ouais. Ça, c'était il n'a pas eu les embouteillages. Pas d'embouteillage et c'était la première erreur en Mercedes. Dans un premier temps, ils ont refait encore une fois la même technique et la même procédure et Perez a ravitaillé et il est sorti encore Perez une fois devant Hamilton. Qu'est-ce qui a causé ça à Hamilton? C'est un arrêt de 4 secondes versus un arrêt de 2,30. Ça y est, c'est la course qui s'est jouée sur une seconde. Exactement, ça s'est joué sur une seconde. D'accord. Et après, il y a eu plusieurs safety cars et voilà. Hamilton est sorti premier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Justement, j'allais le dire. C'est ce genre de Grand Prix qui te fait aimer la Formule 1. Moi, j'invite tout le monde à revoir l'intégralité du Grand Prix parce que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au tour numéro 31, plus exactement, les choses ont commencé à être un petit peu plus difficiles. Qu'est-ce qui s'est passé? Lance Stroll sur la Aston Martin, exactement. Il a vu son pneu arrière gauche complètement exploser. Donc, safety car, qu'est-ce qui s'est passé? Le pneu, c'est quoi Enfin, les investigations Pirelli suivent leur cours. Bon, forcément, c'est pertinemment ce qu'ils vont dire. C'est un débris, mais le débris, il n'y avait aucun accident. Donc, un débris qui tombe de nulle part, ça n'existe pas. Ce qui s'est passé, c'est que Lance Stroll a abandonné, safety car, et puis c'est reparti. Ça a tout remis. Exactement, ça a tout remis. La safety car, elle a été merveilleusement gérée par les deux Red Bull. Verstappen, il est parti en premier, Perez en second, et Hamilton faisait la chasse derrière. À un certain moment, c'était course gagnée. C'était course gagnée pour Verstappen jusqu'au trois derniers tours. Voilà, les 3 derniers tours. Ce qui s'est passé, c'est encore une fois, pneu arrière gauche qui explose. De Verstappen. Exactement, qui explose. Verstappen part en tête à queue et c'est le crash. Le crash, qu'est-ce qui s'est passé? Le déploiement d'un ce qu'on appelle un drapeau rouge. Techniquement, plutôt selon la réglementation F1, c'est quoi un drapeau rouge? Un drapeau rouge, ça veut dire une interruption de course. Lorsqu'on interrompt une course, il y a deux façons de faire. Soit tu l'interromps pour la reprendre, soit tu fais une interruption tu arrêtes totale. La course définitivement. Exactement. Il nous restait exactement 3 tours. Donc, Michael Masi, le directeur de course FIA, il avait le droit, bien entendu, d'arrêter la course. D'annuler, de s'arrêter à ce moment-là. Mais c'était quoi le classement? C'est à ce moment-là? Voilà, le classement sur l'article 43 alinéa 1 plus exactement stipule qu'en cas d'arrêt définitif de la course à plus de 95% de son terme, l'arrêt il se fait et le classement il revient sur les 2 tours auparavant. Donc c'était Verstappen qui gagnait. Verstappen premier, c'était Perez deuxième et Hamilton troisième. Ça c'est le règlement. Il y a une autre hypothèse, c'est reprendre la course. Mais franchement, reprendre la course pour 2 tours, c'est plus une course, c'est un sprint. Mais ceux qui couraient encore, les pilotes, ils peuvent te dire nous on méritait de gagner. Donc oui, c'est plus pour les fans. Moi, je comprends l'attitude de Liberty Media. Liberty Media, c'est ce qui gère actuellement les droits commerciaux, les droits de TV, les audiences. Je comprends, c'était plus Liberty Media qui voulait une course sprint. Pourquoi une course sprint? Parce qu'on reviendra la semaine prochaine dessus. Parce que le format des qualifications va changer. Il va y avoir des courses sprint à partir de... On en parle la semaine prochaine. Dis-nous juste la fin, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. La fin, Hamilton a aussi... la fin, c'est... Hamilton a craqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché ce qu'on appelle le Warming Magic Braking Button. C'est quoi? C'est un bouton qui te permet de changer le différentiel des freins pour les rendre à 75, histoire de chauffer le train avant. Il l'a touché. Est-ce que c'est accidentel? Il dit que c'est accidentel. C'est pas accidentel, on ne sait pas. Au moment où il a voulu freiner sur la ligne droite, il n'y avait plus de frein, il a fait un tout droit et c'est terminé. Il était 16e. Donc c'est Perez le vainqueur. C'est Perez le vainqueur. C'est de bon augure pour Perez parce qu'il a été recruté pour. Il est en train de faire exactement le rôle pour lequel il a été recruté chez Red Bull, contrairement aux prédécesseurs. Exactement. Et
contrairement à titre d'exemple Ok. à Bottas qui reste. Ben, on parlera de tes analyses et tes pronostics pour la suite de la saison lors du prochain Jazz Club. Avec Merci plaisir. beaucoup Abdel, Mais tu c'est chez moi, toi. c'est Merci moi, pour tout, c'est à moi, bientôt. mais je t'en prie. Salut, je t'en prie. au revoir. Bah, merci tout le monde. On va passer maintenant après la Formule 1 à mon sport préféré dans les grands sports, c'est le cyclisme, avec notre spécialiste Larobi, qui est très connu, qui est un grand spécialiste du cyclisme. À toi mon ami de nous parler un petit peu des sujets cyclisme. Je crois que pour la première, tu voulais rendre quelques hommages. Oui, bon, merci Xavier. Bonjour à tout le monde. Alors, c'est vrai, pour cette première, je voudrais d'abord saluer nos amis avec qui on partage cette passion du cyclisme, les Tarek, Abdullah, Omar, Safa et Sofia. C'est les gens de Twitter, ça. Oui, Ouais. c'est nos amis avec qui on partage, cette passion. Je voudrais aussi remercier mon ami Aziz Daouda qui m'a permis de publier sur son blog en 2014 les chroniques du Tour. Ouais, Donc, super. salut mon ami. Et puis, bon, c'est vrai que pour cette première, on voudrait bien parler et rendre hommage à nos champions, nos coureurs cyclistes marocains avec qui on a grandi, qui nous ont fait aimer ce sport. À commencer par les légendes, feu Mohamed El Gourchi et Abdelrahman Farak. C'est Mohamed El Gourchi, triple vainqueur du Tour du Maroc dans les années 60. Je voudrais aussi rendre hommage aux champions que j'ai vus petits, les Brahim Ben Bouilla, Oui. les Mustafa Afendi, les Mustafa Njari. Mustafa Njari, j'étais là petit quand il avait gagné l'étape de Stade sur le Tour du Maroc. C'était une petit. étape plate ou Oui, c'est un sprint? il était dans une échappée, Ah, et donc oui. il avait gagné l'étape de Stade. Donc il y a aussi les champions contemporains qui sont les plus récents. Mohsin Husseini, le champion du Maroc et l'ancien vainqueur du Tour du Maroc. Il y a aussi Abdelhati Sadoun. Il y en a beaucoup. Oui, on a beaucoup. Ouais. Bien sûr, on ne peut pas tous les citer, mais on va faire en sorte qu'on va en parler. Qu'on les oublie pas. Oui, De temps bien en sûr temps, qu'on on les fasse un oublie. focus sur eux. Exactement, parce que j'estime qu'on ne parle pas assez d'eux, Oui. alors qu'ils ont fait notre sport, qu'ils ont fait notre cyclisme national. Et on avait des champions, on a des champions, et on aura toujours des champions marocains. Notre premier cycliste qui a signé pour une équipe World Pro Tour, Tarek Chaoufi, avec le Skadi. Et les autres, Abdelrahim Zahiri, notre sprinter qui est en Italie maintenant. Et je n'oublierai pas l'idole de mes enfants, Anas Saïd Labdia, notre champion national. On va l'appeler tout à l'heure. D'accord. Donc, comme ça, bon, je leur rends hommage et je leur dis merci pour ce que vous nous avez rendu. Bah, tu sais, le concept du Xavs Club, c'est de parler d'un peu tous les sports et avec des spécialistes comme toi dans chaque sport, mais surtout d'avoir le témoignage d'un champion actuel ou champion passé. Et donc, on ne manquera pas d'avoir des focus sur les champions dont tu as parlé, un par un ou plusieurs, parce que sans eux, il n'y aurait pas de sport aujourd'hui. Toi, tu as aimé le cyclisme, tu as fait du cyclisme, justement parce que tu as vu ces gens te montrer la voie. On le fera souvent et on tient à ça. Tout à l'heure, pour la Formule 1, on a appelé le papa de Mekel Ben Yahya. Après toi, on va appeler Anas et ensuite on va voir Hicham Arazi. Donc c'est un peu le concept du Xavs Club. On n'oublie pas ceux qui ont fait le sport et ceux qui sont très bien placés pour en parler parce qu'ils l'ont vécu au très haut niveau. Voilà. Après ça, je voudrais qu'on parle un peu d'actualité. Je voudrais que tu nous parles un petit peu du cyclisme maintenant, l'actualité mondiale du cyclisme. On a eu le Dauphiné, on a eu le Giro. À toi, le spécialiste, un petit peu de nous parler un peu de ton ressenti sur les nouveaux champions, sur la dernière année Covid, etc. D'accord. Donc, pour parler de l'actualité du cyclisme mondial, je voudrais juste revenir sur l'année 2020.
Bon, c'est vrai, un calendrier international qui a été totalement chamboulé avec la pandémie. Mais pour moi, l'année 2020, c'est une année de transition. C'est l'année où la jeune génération, les moins de 25 ans, qui ont moins de 5 ans sur le plus haut niveau, c'est la nouvelle génération qui a pris le pouvoir. On a vu les Pogacar, les Tao Zhao Zigan, les Jay Hind, les Tadej Pogacar, la compagnie, Egan Bernal aussi. Oui. Donc 2020, c'était vraiment l'année de transition. C'est des jeunes qui nous ont montré un talent extraordinaire. Et avec l'ancienne génération des Froome, des Valverde, même Quintana, même n'arrive plus les Nibali. Les Nibali n'arrivent plus à concourir avec eux. Ouais. Cette nouvelle génération a vraiment bousculé l'ancienne. Et ça s'est passé en 2020. Cette année 2021, c'est dans la suite des choses. Comme on a vu, comme tout le monde a vu, le Giro en 2021, il a été gagné par Egan Bernal sur un travail extraordinaire de Daniel Martinez Poveda, un jeune aussi qui a gagné le critérium l'année dernière avec Education First. Et là, cette année, il a aidé, il a été le lieutenant fidèle d'Egan Bernal, même s'il y avait eu une concurrence assez rude avec Simon Yates et avec les autres. Donc, la nouvelle génération, Egan Bernal. Bernal, il a quel âge? Bernal, il a 23 ans. C'est incroyable d'avoir des vainqueurs de Tour l'année dernière, des gars de 21 ans. Roglic, il avait quel âge? Roglic, il a 30 ans. Il a 30 ans, mais Pogacar, il a quel âge, je veux dire Pogacar, il a 21 ans. Voilà, c'est Pogacar, je voulais dire. Pogacar, il a 21 ans. Mais Roglic, on ne peut pas le mettre dans la catégorie des anciens parce qu'il arrivait tard. C'est vrai. Il est arrivé tard. Moi, je le mets dans une génération entre l'ancienne et la nouvelle. Une génération avec Richard Carapaz, avec Simon et Adam Yates, avec Roglic. Donc, il est très, très performant. Moi, j'ai été halluciné qu'il termine le Tour de France à la 2e place et après gagner la Vuelta. C'est fou. Oui, c'est assez difficile. Un mois après, gagner un mois après. Un mois après, c'est extraordinaire. Donc, moi, je suis assez heureux et je me dis qu'on doit être très, très heureux parce qu'on a la chance de vivre cette période où il y a un florilège de grands champions qui sont assez jeunes, qu'on a une dizaine ou une quinzaine d'années avec eux pour savourer ce sport, pour prendre plaisir à les regarder pédaler. Donc moi je suis très 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 content. Mais c'est vrai, on le dit depuis 3 mois qu'il y a eu 2021 les classiques et tout. On se disait toujours sur les RS avec l'équipe dont tu parlais, de gars et de dames, on disait qu'on a une chance inouïe d'avoir autant de champions, d'avoir un plateau aussi magnifique. Et tu m'avais expliqué une chose, je t'avais demandé pourquoi on a une éclosion de jeunes et qui gagnent aussitôt les tours. Et si tu peux nous expliquer cette histoire d'agence, ça, tu m'avais bien expliqué ça. Et j'aimerais que les auditeurs, les spectateurs, savent un petit peu cette histoire. Oui, non mais comme tu sais, le cyclisme, c'est des grandes sociétés, c'est des grandes boîtes, c'est des sponsors. Oui. C'est pas des équipes comme d'autres sports qui sont assez limités. Oui. Donc c'est des sociétés qui mettent vraiment le paquet. Donc il y a des agences de prospection. On arrive maintenant à faire de la prospection précoce. Les jeunes sont détectés assez tôt. Envoyés dans des centres de formation assez tôt, suivis par les meilleures équipes scientifiques pour améliorer leur performance. Donc, on se retrouve avec des champions de très, très haut niveau à 19-20 ans. Ils ont 10 ans d'avance par rapport aux années 90. Bien sûr, parce que avec les moyens, maintenant, avec les moyens techniques qu'on a, on peut suivre l'évolution
physiologique de l'athlète, H24 minutes par minute, et améliorer au maximum ses performances. Et ça se passe assez tôt dans la compétition. Donc, à 19 ans, on a des champions de très haut niveau. Les Bernal, les Pogacar, le monstre qui va venir, qui fait peur à tout le monde, le Belge Remco Evenepoel, qui a tout fracassé l'année dernière. En 2020, il a tout gagné, presque, il a tout gagné. Il a chuté autour de Lombardie, donc ça a retardé un petit peu son éclosion cette année. Donc c'est vrai qu'avec ce qu'il y a et les moyens mis à la disposition des équipes, on arrive à trouver beaucoup plus de grands champions tôt, de les mettre au bain assez tôt pour avoir ce florilège de champions maintenant qui sont pour la majorité moins de 25 ans, qui peuvent concourir dans un grand tour et pour le maillot jaune et pour le maillot blanc du meilleur jeune. Ouais, donc, exactement, c'est ce qu'on a vu donc, récemment. Donc, au minimum, quelqu'un qui va gagner Bernal, il a gagné le Giro avec le maillot rose du leader et le maillot blanc du meilleur jeune. Donc maintenant, c'est vrai, il y a beaucoup de champions avant l'âge de 25 ans. Exactement. Et les équipes mettent vraiment les moyens pour y arriver. Ouais, et tu ne crois pas que bientôt ils vont devoir baisser l'âge du maillot blanc, dire moins de 19 ans? On dirait qu'il y a tellement de jeunes qui sont là, ou moins de 20 ans. Ah, tu sais, l'année en 2019, Remco Evenepoel avait 19 ans, il pouvait concourir dans la catégorie jeune, junior, dans le contre-la-montre individuel du championnat du monde. Il a préféré concourir avec les seniors. Il est arrivé deuxième derrière Rohan Dennis, ce qui est inimaginable. À 19 ans, tu es deuxième d'un contre-la-montre du championnat du monde. À 19 ans, peut-être qu'on devrait revenir chez Eddy Merckx pour trouver ça. Mais là, c'est vrai, faudrait baisser l'âge du maillot blanc du meilleur jeune. Super. On parlera, les prochaines émissions, on parlera des résultats du Dauphiné, surtout du Tour de France qui arrive. Et là, je voudrais juste que tu nous parles un peu de l'actualité marocaine. On a la fédération qui a appelé ses champions pour se concentrer à Ifrane, c'est ça? Oui, donc ici au Maroc, on a vécu 2 années assez difficiles pour les coureurs, pour la fédération de cyclisme marocaine. Donc de 2020 et 2021, on a vu l'annulation du Tour du Maroc, des manifestations, des courses par étapes, des courses d'un jour. C'est difficile pour les coureurs nationaux de faire des performances en l'absence de compétition officielle. On espère que ça va se faire, on espère que les compétitions vont revenir le plus tôt possible. Actuellement, ils sont en concentration pour les Jeux Olympiques, ils sont en concentration à Ifrane. On a de très bons champions et on a vraiment de jeunes talents. Il faudrait juste qu'on les voit sur les routes. La fédération fait de son possible pour les accompagner, pour les faire éclore, bien sûr, pour tirer le meilleur d'eux. Voilà. Ça reste difficile, mais on espère le meilleur pour eux. On espère qu'il y a une très belle préparation et on va appeler Anas pour ça. On va lui demander un petit peu comment se passe son arrivée au Maroc pour participer à la concentration avec tous ses camarades. Super. Et on va lui demander, on va lui parler un peu de lui aussi, je pense, tous les cyclistes, tu viens de parler de ça, 2020-2021, comment ça s'est passé et comment il voit l'avenir. Anas qui court dans l'écurie. Bahreïn Academy Cycling. Super, c'est un de nos grands champions actuels et on va l'appeler tout de suite. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم سي انس لاباس؟ الحمد لله بارك بخير. الله فيك. هذا كزافيي ديال كزافس كلوب. نعم كزافيي ديال كزافس كلوب لاباس؟ اييه مرحبا شكرا باش تحليت نتصل بك. عرفت عندك بزاف لي زونطرينمون هاد الايامات
الوغ اول سؤال اللي عندي سي انس هي بالنسبه شنو درتي هاد العامين ديال الكوفيد 2020 و 2021. واخا 2020 ذاك الموسم داز شويه صعيب حيت ما كانوش حيت ديك الساعه الله بان المرض ديال الكوفيد الاول ديال لا سيزون ديالنا. واش بنقول لك ما جريت حتى سباق ذاك العام داز عندي صعيب شويه بزاف ما كان حتى سباق ولكن كانت زعما كنت اون كونتاكت مع ليكيب ديالي على حسب سباقات اخرين في الاخر تاع لا سيزون ولكن ما كانش عندي باش نمشي عندهم على برا ما كانش عندي ما كانوش السفارات ما كانوش الطيارات كلشي بلوكي كان كلشي حابس. وذاك العام شنو نقول لك اضطريت باش نبقى في المغرب وبقيت نتريني المورال ديالي بقى وبقيت نتريني مزيان واخا صعيب بزاف ولكن الحمد لله تخطينا ذاك العام بعد صعوبه كثيره. و 2021 وي 2021 بدينا بدا الموسم مزيان إيه هو كان صعوبات شويه في الوراق باش نطلع الفيزا ما كنتش مكونسونطري على حساب لي زونطريمون ديالي كنت ديما مبرزت على حساب الفيزا ديما تنقول خاصني نقاد هذه خاصني هذه زعما كانوا صعوبات بزاف. وي علاش على لي فيزا الا بغيت تمشي في شي بلاد باش تني مع الفرقه ديالك كان شي مشكل ياك ادمينستراتيف خاصك بزاف في الوراق خاصك دابا نقول لك صعيب بزاف خاصك تجمع عديد خاصك توال خاصك تعرف باش ماشي تنهار بنهار وتلقى راسك ما قادت والو. دابا كانوا صعوبات بزاف وكان عندي اوبجيكتيف باش نمشي للسباقات ما بقاش عندي باش نمشي نتريني مزيان موجد فهمتي تنقول نمشي ندير المشاركه وصافي تما راه شاركت وصافي هذا هو المهم اللي ولا عندي. واش نقول لك من بعد كملنا السباق ديال تركيا اللي كان في مدينه كونيا عاود رجعت للمغرب. من بعد كان عندي سباق كان عندي في مرسيا مؤخرا مرسيا بروفيسيونيل كان عندي هذا الكورس جريت الكورس ديال مرسيا من بعد ما نكذبش عليك ما كملتوش حيت كان شويه الشتاء كان شويه الريسك شويه وما كنتش انا موجد 100% ديالي كان بريباري على حساب شي حاجه اخرى على حساب كورسات اخرين اللي جايين بيان سور. من بعد عاودت رجعت للمغرب دابا انا دابا كاين الحظر الصحي كاين في الاوتيل حيت رجعت من دوله اوروبيه ضروري خاصني ندير 10 ايام ديال الحظر الصحي. انت في حاجه في الاوتيل دابا انت مبلوكي دابا في لا شوم ديالك في الاوتيل انا مبلوكي دابا حاليا وتنقوم بالتدريب في لاصال هنايا نحاول نخدم الكونديسيون فيزيك ديالي نخدم الفيزيك ديالي نخدم فهمتي نخدم كينا عشان بون كوراج. صعيب هادشي صعيب باش تريني وتبقى في الاوتيل انا جاي للمغرب على حساب ليكيب ناسيونال كاين ستاج ديفرنت دابا حاليا دابا هذا هو الجديد ديالك هذا هو الجديد ديالك دابا كتريني مع الفرقه ناسيونال على حساب لي زولمبيك اللي كاينين مزيان سوبر. ودابا انا في الحجر الصحي تنتدرب عادي وصافي باش نبقى نحافظ شويه على اللياقه ديالي. ايوا مزيان ايوا ان شاء الله سي زعما صعوبات بزاف ما نكذبش عليك زعما بهم تريني وتعاودوا مع شي مشكل زعما نديروا اللي علينا وصافي كما تنقولوا تنقاتلوا وصافي نديروا اللي علينا باش ما نجيبوتيوش باش نبقى محافظين على المورال ديالنا وهادشي اللي كاين. ما عادش غادي تخرج من الحجر السياحي هاد السيمانه ولا قريب عندي باقي تقريبا 3 جوغ دابا مزيان. ايوا ان شاء الله ديروا الدراب ديال المغرب ديال المتحكم في كوبي في اليابان المنتخب الوطني غادي نلتحق به الاثرين ان شاء الله. ايوا مزيان غادي يكون ان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله. شكرا بزاف سي انس. مرة نتصل بك الى نقدر باش تعطينا ديما الجديد ديالك علاش انت هو البطل ديالنا في الرياضيه ديال الدراجه. وشكرا بزاف وان شاء الله نتلاقاو شي نهار اخر. مرحبا شكرا سي انس بارك الله فيك. Voilà, c'était Anas Ladja, notre champion national. Il a eu une saison très compliquée. 2020, on ne pouvait plus voyager, il ne pouvait plus s'entraîner. 2021, il a repris, mais il était plus dans l'administratif que dans l'entraînement, la compétition. Et là, il est en confinement dans son hôtel à Ifrane. Il va sortir en 3 jours et on espère qu'il portera haut les couleurs du Maroc au Japon. Merci Sira Roubi, ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec Anas, un grand champion. Merci pour ta présence, tu
Tu m'apprends énormément de choses. Moi, le cyclisme, j'adorais ça étant petit, mais j'avais un peu décroché. Et toi, tu es mon encyclopédie du cyclisme. On va se revoir souvent. Merci. Merci à vous. Oui, après avoir fini avec le cyclisme et l'aérobie, on passe maintenant au tennis, là, notre dernier sujet. On est en pleine actualité avec Roland Garros. On va parler de Roland Garros simple, messieurs. On a Omar Chilière qui est notre consultant en tennis. Bonjour Omar. Bonjour. Et on a, moi perso, je suis très content parce qu'on a Hicham Arazi, qui était Wahed Batal Alami Dielna, un grand champion. Quand tu regardes ce qu'il a fait à Roland Garros, en Australie, c'est un Marocain qui a brillé en Australie et qui a été le premier Marocain à gagner l'ATP de Casablanca, en 97, il me semble. C'est ça. Bonjour Hicham, merci de ta venue. Bonjour Xavier, merci pour ton invitation. Ouais, de rien, c'est la moindre des choses. Donc le Xavs Club, comme je vous l'ai dit, c'est on fait toujours intervenir un champion ou un ex-champion parce que c'est des gens qui ont pratiqué et qui ont un œil que personne n'aura, mieux qu'eux. Et donc on va attaquer directement avec Roland Garros. Après j'aurai des petites questions personnelles à Hicham. On commence avec toi Omar. Tu peux nous parler un peu de ton ressenti cette année de ce Roland Garros là. Qu'est-ce que tu en penses en général? Quel est ton avis sur le tournoi en cette deuxième semaine qui commence? Oui, je pense que les années se suivent et se ressemblent. Rafael Nadal apparaît comme le grandissime favori en mode concasseur. Il a gagné tous ses matchs aisément et il devrait s'attendre à une demi-finale compliquée face à Novak Djokovic. C'est le choc des titans qui est attendu. On peut aussi parler du parcours de Roger Federer qui a étonné tout le monde en atteignant les huitièmes de finale et en arrivant donc en deuxième semaine. Il s'est surpris lui-même et tout le monde pensait qu'il allait s'incliner dans un stade antérieur, voilà, plutôt. Donc il est très content. Par contre, son forfait a laissé un goût amer au tournoi et à ses fans dans le monde. Mais il faut comprendre un peu sa situation. Il devait écouter son corps. Après une bataille de 3h35 minutes le samedi soir contre Kopfer qui s'est terminée à quasiment 1h du matin, il a estimé à juste titre que le fait de jouer son huitième de finale était risqué, notamment du fait de contracter une blessure en huitième, chose qu'il aurait quasiment écarté peut-être définitivement des cours de tennis. Lui-même a dit au début du tournoi qu'il fallait que son objectif principal était Wimbledon. Donc il a clairement dit que le tournoi de Roland Garros était une préparation pour la suite. Surtout qu'il n'y a que 2 semaines. Exactement. Et pour la Next Gen, la Next Gen apparaît et ils reviennent en force. Il y a Stefanos Tsitsipas, le grec, qui a fait une très très belle saison sur terre battue, qui a passé un cap en Grand Chelem déjà, donc avec 2 demi-finales consécutives. À Roland Garros l'année dernière, défaite en 5-7 face à Djoko. Et encore une fois, demi-finale à l'Open d'Australie, après avoir battu Nadal en quart. Et au cours de ce match, il était mené 2-7-0. Et donc il revient de 2-7-0 pour remporter un match en 5-7 face à Nadal, ce qui est un exploit monumental. Et défaite face à Medvedev. Donc un nouveau statut pour lui d'homme fort. Et puis sur terre battue, une victoire à Monte Carlo, son premier Masters 1000 face à Rublev. Une finale d'anthologie face à Nadal à Barcelone où il a même obtenu une balle de match. Et sur la fameuse balle de match, le retour de Nadal a même flirté avec la bande du filet. Donc le tennis se joue à des détails près. Ensuite, quart de finale à Rome, où là aussi il était tout près de battre Djokovic. Il a mené d'un set et d'un break. Et ensuite, au troisième set, il a servi pour le gain du match. Donc voilà, ensuite il rajoute un tournoi, il gagne à Lyon. Donc il est en super forme. Et surtout, il a fait des progrès énormes sur le plan physique et mental. Mental, bon, il reste légèrement en dessous des monstres, des 3 monstres, mais
Il se dirige tout droit vers peut-être qu'il va nous réserver une surprise dans ce tournoi. Il y a aussi Daniil Medvedev que on n'attendait pas forcément ici à Roland-Garros, puisqu'il a fait une saison sur terre qu'on peut qualifier de mauvaise, puisqu'il n'a fait que perdre tôt dans les tournois. Et là, comme par magie, il retrouve la plénitude de son tennis et ses coups d'attaque, de la confiance. Aussi, et grâce à son statut de numéro 2 mondial, et donc tête de série numéro 2, qui a fait passer un cap. Voilà, et qui a fait comme quoi le Big 3 s'est retrouvé dans la même moitié de tableau. Okay. Avant de demander son avis à Hicham, est-ce que tu es aussi sûr que Omar que Nadal sera en demi? Parce que là, on est en train de parler, demain on aura le résultat, l'émission va passer. Est-ce que tu es aussi sûr que lui, parce qu'il le voit déjà en demi-finale face à Sinner? Ouais, on peut jamais être sûr à 100%, mais c'est vrai que, Omar, comme il a dit, voilà, il a encore dominé cette saison sur terre avec plusieurs titres avant Roland-Garros, donc sur terre battue. Je crois que sa seule défaite était à Monte-Carlo et puis à Madrid en finale contre Zverev. Donc voilà, bien sûr, il reste encore favori pour le titre, pour aller en demi-finale. Et voilà, ça va être une année encore qui va se répéter. Et cette histoire de tableau, on a eu les 3 Goths dans la première moitié et la next-gen en bas, ça risque pas de jouer en faveur d'un Tsitsipas ou d'un Zverev ou Medvedev? Bien sûr, ça ouvre le tableau pour d'autres joueurs. Bon, là, c'est une première, quoi, où on voit depuis très longtemps que les trois Big 3 qui sont dans le même tableau. Donc ouais, bien sûr, mais moi je trouve que c'est bien que ça puisse donner la chance, voilà, à des joueurs comme Tsitsipas qui méritent, qui ont une super saison sur terre battue. Et puis après, voilà, c'est le tirage au sort qui a été c'est à cause de leur classement. Voilà, à cause de leur classement qui a fait que cette année, ils étaient tous les 3 dans le même tableau. Et techniquement, moi j'ai une petite question. On m'a dit que les balles, elles sont plus rapides. Qu'est-ce que ça change? C'est vrai ça ou pas? Que les balles de Roland de cette année, expliquez-moi un peu cet aspect si vous avez entendu aussi. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Moi j'ai pas entendu parler de ça, mais c'est vrai que déjà la terre battue de Roland Garros, elle est différente des autres terres battues. Elle est préparée différemment et puis il y a aucun fourbon. C'est vraiment, on a vraiment l'impression de jouer sur dur, quoi. Et d'ailleurs c'est pour ça que je pense que Medvedev arrive à imposer un peu son jeu. C'est qu'il est à l'aise, il n'y a pas trop de fourbon, donc au niveau du jeu de jambes, l'ajustement par rapport aux autres tournois, voilà, c'est un peu plus facile pour lui. Et c'est vrai que quand il fait beau à Roland-Garros aussi, la surface devient un peu plus rapide. Les balles, j'ai pas entendu, mais c'est possible. Ouais, j'ai cru. Moi non plus, j'ai pas entendu. J'ai inventé alors. Non, sur les balles. Mais bon. Non, c'est possible. Ouais, je sais il change pas. Souvent. On m'a dit ça. Il change souvent dans les tournois suivant les fabricants, de balles. Et par rapport à une ou l'autre de marque, la balle peut être plus rapide. Ouais. Et Hicham, toi qui as joué aussi au niveau à Roland-Garros, si tu es un mec de la next-gen et que, admettons qu'on est un next-gen contre Nadal en finale ou contre Djokovic, comment il doit aborder ce match? Celui qui va arriver face à un gars qui a 17 ou 20 grands chelem gagnés déjà. Déjà, ces joueurs-là de la nouvelle génération, on va parler de Tsitsipas si jamais il arrive en finale, il a l'air d'être favori. Voilà, ou Medvedev. Voilà, ils ont déjà eu cette expérience contre ces joueurs-là. Et je pense que maintenant, depuis cette année, même l'année dernière, ils commencent vraiment à prendre confiance. Ouais. Ils les battent déjà. Ils savent qu'ils peuvent les battre. Donc ils savent. Et je pense que voilà, là, c'est vraiment la période où, cette année, où il y a eu les joueurs, à part bien sûr Nadal, où il a perdu seulement 2 titres sur terre battue avant Roland-Garros. Ils ont eu quand même quelques défaites contre ces joueurs-là. Contre Djokovic aussi pareil, cette saison sur terre, même s'il a une saison incroyable, qu'il a gagné énormément de Master Series sur terre, ou Roland-Garros notamment. Voilà, cette année sur terre, ça a été un peu plus compliqué.
Donc ces joueurs-là, je pense que voilà, un Tsitsipas ou un Medvedev, s'ils arrivent à rencontrer il aura moins de complexes. Voilà, il aura moins de complexes. Il croira en ses chances plus. Voilà, ils ont pris pris de la confiance. Ouais. Tu penses pareil, Omar? Oui, effectivement. Et c'est qui ton favori alors pour toi? Pour le tournoi de la Next Gen. De cette année, De la Next Gen. Non, ton favori qui va gagner le titre. Next Gen. Tu penses qu'il va continuer? Oui, il va continuer. Déjà les 13 titres à Roland Garros pour moi. Et pour n'importe quel amateur, ça constitue forcément une des plus grosses performances sportives, toutes disciplines confondues. Gagner 13 fois un même titre du Grand Chelem, franchement, c'est surhumain. N'est-ce pas, Hicham? Bah oui. Ouais. Et je trouve même, pour parler de Roger, c'est ça qui est incroyable, c'est la classe qu'il a même quand il perd, il est en 8e de finale et qui déclare forfait. C'est ça, tout est accepté. Ouais. Il n'avait jamais déclaré forfait encore. Non, mais c'est vrai que là, c'est particulier. Une fois. C'est arrivé, c'était sa 4e fois. Ok. Mais jamais, en plus de 1400 matchs professionnels, il n'a jamais abandonné en cours de match. Non, c'est ça, je veux dire avant de jouer. C'était la première fois. Avant de jouer, non, c'est-à-dire déclarer forfait, non, c'est sa 4e. C'est la 4e fois et la première en Grand Chelem. Voilà, première en Chelem, c'est ce que je pensais. Merci beaucoup pour vos analyses. Je voulais juste maintenant présenter un peu Hicham Arazi, tout le monde le connaît. Aujourd'hui, après ta carrière de tennisman, tu es organisateur de tournoi, tu es le directeur du tournoi Hassan II. Voilà, Et alors, il se passe où? Il se passe à Marrakech depuis plusieurs années. Oui, depuis maintenant 5 ans, il se passe à Marrakech. C'est un ATP combien? C'est un 250. Voilà, 250, c'est bien, c'est top, c'est prestigieux. Ça a toujours été un 250 et voilà, on a eu la chance, il y a maintenant, cette année il a été annulé à cause du Covid, l'année dernière aussi pareil, mais voilà, il y a 2 ans on a eu Zverev, numéro 3 mondial, il y a eu Dimitrov aussi des années précédentes, Fognini, donc on a eu le fameux Fognini, caractériel, c'est un grand joueur. Hein. Magnifique, Et là, est-ce que tu as une visibilité pour leur prochaine édition ou pas? Non, ça a été compliqué pour changer de semaine, avoir une semaine un peu plus tard dans le calendrier. Il y a la saison sur dur après Roland Garros, il va y avoir la saison sur gazon qui dure pas très longtemps, 2-3 semaines, ensuite la saison sur dur. Et c'est difficile de placer un tournoi sur terre battue à ce moment-là, donc je pense que ça va être probablement pour l'année prochaine. 2022. On l'espère pour toi. Et effectivement, à chaque fois, tu nous ramènes des grands noms. C'est super intéressant pour le Maroc. On a beaucoup de tournois Challenger. Je pense que aussi la plupart ont été annulés, non, Omar? Les tournois Challenger en année Covid. Je pense que les tournois Challenger Hicham, on n'en a plus au Maroc. Pour le moment, non. Je pense qu'ils vont en mettre dans le calendrier. Moi, j'avais connu Agadir. En 2015-2016, j'avais rencontré Zumhour. Comment il s'appelle? Zumhour, son nom de famille, Damir Zumhour. Super sympa. Il m'avait bien expliqué comment il bossait. Et après, on l'a vu faire quelques perfs. Bon, le tennis, c'est dur. Hein. On espère que le tennis va reprendre au Maroc, les tournois, parce que c'est un pays tennis avec le soleil, le climat, la terre battue, les 3 mousquetaires qu'on a eu dont tu fais partie. J'espère que tu organiseras le tournoi en 2022, qu'on sera invité. Exas Club. On espère, et c'est important qu'il ait lieu pour donner la possibilité aux jeunes déjà de voir des joueurs professionnels à ce niveau-là en live, et puis voilà, se donner aussi un rêve, un objectif, donc voilà. Je voulais te poser une dernière question avant qu'on se quitte. À part le tournoi de Casablanca qui a été ton premier tournoi ATP, le premier Marocain qui a gagné un ATP au Maroc et en Afrique, quel est ton plus beau souvenir de joueur sur une victoire, sur un match? Il y en a plusieurs, bien sûr, de gagner à la maison, le trophée Hassan II, c'était juste une expérience incroyable. Il y avait tes parents? Il y avait la famille. Il y avait ma mère, mon père il était pas là pour la finale, mais c'était en plus au tout début de ma carrière, donc c'est tellement difficile de gagner un gros tournoi à la maison. Il y a beaucoup de pression et c'est vrai que c'était incroyable. Je me rappelle, il n'y avait pas les tribunes en béton, c'était des tubulaires. Et je pense vraiment, sincèrement, le central, il était plein. Il y avait des gens à l'extérieur qui voulaient rentrer.
n'y aurait pas eu le public, je pense pas que j'aurais gagné la finale. Ça t'a pas déconcentré le public, ça t'a aidé? Moi, non, au contraire, j'avais perdu le premier set. Oui, 6-3. Et puis ensuite le public, il y a Younes et Karim qui avaient déjà perdu des années précédentes en finale. Donc je sentais que le public était là et qu'il ne voulait pas laisser passer une troisième finale. Et ouais, donc ça a été vraiment. Ils m'ont vraiment poussé, ils ont mis l'ambiance et ils m'ont vraiment aidé à remporter ce titre. C'est un grand moment pour le Maroc, c'est une des plus grandes pages pour moi d'histoire du sport au Maroc. Tu en fais partie et tu es quelqu'un de très modeste. Et voilà, je te remercie déjà quand je t'ai appelé et que je t'ai dit je fais une émission, je commence et j'aimerais que tu viennes. Tu n'as pas fait de chichi, tu t'es pas pris pour le grand champion de tennis parce que vraiment tu es un très grand, je dois te le dire. Et en plus maintenant tu continues après le sport à être organisateur, tu es resté dans le domaine. Donc au Maroc on a besoin des gens comme toi. Donc je te remercie d'être venu. Et j'espère qu'on se reverra plus souvent pour parler peut-être la semaine prochaine après la fin du tournoi ou au prochain Xavs Club. Avec plaisir et puis merci pour l'invitation, pour ta première, Xavier. Ouais, c'est moi, c'est tout le plaisir est pour moi. Merci Omar aussi, consultant spécialiste en tennis, un grand fan, je pense grand fan de Federer. J'aime beaucoup, comme tous les tennisman, le jeu de Federer, ça reste le félin, quoi. Ça reste le GOAT pour l'instant. C'est du talent pur. Ouais, c'est une grande personne sur et en dehors des cours. On a vu souvent lui et Nadal se tailler des barres de rire et être amis. Non, mais les deux, c'est des grands champions. Et puis c'est vrai que humainement parlant, ils sont juste fantastiques, quoi. Humbles. Ouais. Merci à tous. Merci. À la prochaine. À bientôt, Xavs Club.